Donc là, même chose, vous ne pouvez pas voir, mais croyez-moi, c'est comme ça que ça marche. Et enfin, troisième mode dans lequel on va vouloir traiter des séries temporelles, c'est le streaming. C'est-à-dire qu'on le fait de façon interactive, on le fait en mode ad hoc, en interagissant avec une plateforme. On peut le faire en mode batch, mais l'étape suivante, c'est de le faire à la volée, au moment où les données sont remontées par les différents équipements. Et là, même chose, on peut se dire, je vais faire du Flink, je vais faire du Storm, mais si vous le faites ab initio, vous allez devoir réécrire énormément de choses. Donc pour éviter d'avoir à réécrire énormément de choses et pour rester cohérent avec les approches qu'on a dans les autres modes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a projeté WarpScript dans ces environnements-là. Et donc, on peut créer des topologies Storm, on peut créer des jobs d'analyse de stream dans Flink. Et j'imagine qu'on doit pouvoir le faire dans Spark Streaming, même si on ne l'a pas essayé, qui vont s'appuyer sur toutes les fonctions qui sont disponibles dans WarpScript. Et donc, là encore, avoir une cohérence d'approche dans ces différents environnements. Il y a d'autres choses qu'on a fait. Donc, on a intégré dans Flink, je l'ai dit. On a intégré aussi WarpScript dans Zeppelin. On a un interpréteur WarpScript qui est disponible dans Zeppelin. On a des signes qui permettent de pousser les données issues d'un traitement vers une plateforme Warp10 pour régénérer des séries temporelles qui seront consommables en mode interactif depuis un job. Et l'idée, c'est vraiment ce que j'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, c'est-à-dire d'avoir une approche cohérente sur la gestion des séries temporelles, quel que soit le mode dans lequel vous vous placez. C'est-à-dire on est en mode interactif, on est au niveau du device, vous allez faire un certain nombre de traitements. Vous voulez faire la même chose de façon massive en batch, on va rester sur les mêmes outils, sur la même approche. Et vous voulez le faire en streaming, on va aussi pouvoir coller à la même approche et avoir les mêmes fonctionnalités de ce langage WarpScript qui seront disponibles. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout ce que je vous ai décrit, c'est open source. En fait, on l'a rendu open source en début 2016 parce que c'était la première question que nous posaient nos clients. Est-ce que vous êtes open source? Donc on leur répondait non, ce qui les crispait un petit peu. Maintenant, on répond oui, ce qui les décrispe. Ça ne change pas grand-chose au reste de la relation commerciale. Mais bon. Donc tout ce que je vous ai décrit là est disponible. Vous pouvez bien évidemment le télécharger. Et je vous incite grandement à l'essayer si vous avez des données de capteurs à manipuler, parce que je vois trop souvent des projets dans lesquels les gens se disent finalement c'est pas très compliqué. Alors ça, on me l'a dit très souvent. Ce que vous faites, c'est pas compliqué. On me l'a dit tellement souvent qu'aujourd'hui, nos meilleurs clients sont les gens qui ont effectivement essayé. Parce qu'ils ne nous croient pas quand on leur dit que c'est compliqué, mais ils essayent et puis finalement ils se rendent compte que sur 6 mois de projet, ils ont passé 5 mois et demi très éloignés de leur problématique business à réinventer la roue, et que s'ils avaient pris une roue sur étagère, pour laquelle ils n'ont même pas besoin de nous payer puisque c'est open source, donc c'est vraiment pousser la stupidité jusqu'au bout, ils auraient gagné énormément de temps et ils auraient eu 5 mois à se focaliser sur leur problématique business et simplement 1 mois à travailler sur la mise en œuvre des roues. D'accord ? Donc c'est quelque chose de très compliqué que de gérer à grande échelle des séries temporelles. Donc je vous invite grandement à aller voir tous les outils qu'on a pu construire, à la fois la plateforme Warp10 en tant que telle. Sur le slide d'après, vous le verrez sur la présentation quand vous l'aurez, il y a en 3 étapes, vous pouvez facilement la mettre en œuvre. Mais également l'intégration dans Spark. Alors l'intégration dans Spark, on va la remettre sur GitHub bientôt. On voulait attendre, on voulait essayer de faire une version unifiée entre Spark 1.6 et Spark 2. On n'a pas vraiment réussi, donc on va finalement en faire 2. Donc ça arrivera dans les prochaines semaines. On a l'intégration dans Flink qui est disponible, on a l'intégration dans Pig. Donc passez plutôt quelques heures à essayer ça si vous avez des données de capteurs à manipuler, plutôt que de vous embringuer dans une voie dans laquelle, croyez-moi, vous regretterez dans quelques semaines de vous y être aventuré. Donc, il y a vraiment 3 étapes très très simples, vous verrez. Là, je doute que vous arriviez à décoder. Et on a un ensemble de ressources en ligne sur lesquelles vous avez à la fois la doc d'une partie des 800 fonctions. On a un peu de retard sur la documentation, même si on a fait beaucoup d'efforts. Il y a un Google Group sur lequel vous pouvez poser des questions et sur lesquels la communauté vous répondra, avec des gens qui sont aujourd'hui dans des secteurs très différents. Donc il y a du monitoring IT avec OVH, mais il y a des gens qui sont dans le domaine de l'énergie, il y a des gens qui sont dans le domaine du véhicule, il y a des gens qui sont dans le domaine de l'asset management. Il y a vraiment des gens de tous horizons qui l'utilisent. Blablacar l'utilise pour faire son monitoring, par exemple, en partie. En tout cas, il le teste pour faire du monitoring. Et on a plein de gens, comme ça, plein de bonnes surprises de gens qui l'utilisent et qui se rendent compte que finalement, ils sont beaucoup plus efficaces en ayant des outils qui sont pensés pour qu'ils mettent en œuvre, plutôt que de réinventer la roue
et de reconstruire quelque chose de zéro qui, quelque part, s'apparenterait à ce que nous, on a déjà passé 4 ans à près d'une dizaine de personnes à produire. Ça vous laisse sans voix. Avez-vous des questions? Je répéterai la question. Alors, il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de fonctions dans le langage qui sont dédiées à la manipulation de la partie géo. Et la partie géo, elle est fusionnée avec la partie mesure. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 4 séries temporelles distinctes sur lesquelles il faut faire une jointure, donc une série qui serait effectivement la mesure issue du capteur, une série qui serait la latitude, une série qui serait la longitude, une série qui serait l'élévation. On ne parle pas de capteurs qui sont fixes avec une position, on parle vraiment de choses qui bougent. Des bateaux, des avions, des véhicules, donc des choses qui se déplacent et sur lesquelles on va mesurer quelque chose. Plutôt que d'avoir ces 4 séries qu'il faudrait récupérer de façon indépendante et sur lesquelles il faudrait faire des jointures sur le temps, d'accord, avec le risque potentiel que le temps ne soit pas aligné de toute façon au moment où les séries ont été enregistrées. Nous, on a fusionné les deux, c'est-à-dire qu'on a fusionné les 3 dimensions spatiales et la dimension temporelle. C'est pour ça qu'on s'appelle Warp d'ailleurs, parce qu'on fait du continuum espace-temps. Et pour la petite histoire, le langage WarpScript s'appelait Einstein avant, mais Einstein étant une marque déposée, quand on est passé open source, on l'a renommé. Donc l'idée de fusionner la partie géo avec la partie mesure, c'est pour simplifier certaines manipulations de données. Alors, on gère des séries temporelles qui n'ont pas de composantes géographiques de la même façon. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de composantes géographiques, on gère des séries temporelles, point barre, et on ne va pas se préoccuper des fonctions géo. Mais pour les fonctions géo, on a aujourd'hui une efficacité qui est meilleure que si on devait récupérer 4 séries différentes et les refusionner avant de commencer à travailler dessus. Avec les D-Stream, non, il me semble pas, mais je vois pas pourquoi on pourrait pas très simplement le faire. En fait, y a pas de, on n'a pas eu le use case, donc on l'a pas fait. Mais je vois pas de showstopper, quoi. En fait, des séries temporelles multivariées, pour nous, ce sont de multiples séries temporelles. C'est-à-dire que chacun des éléments, en fait, on va le voir nous comme une série temporelle, mais on va les traiter ensemble. Donc, il y a un certain nombre de frameworks que j'ai pas mentionné, mais le framework Radius, par exemple, ça va s'adapter à n séries, c'est-à-dire qu'il va s'adapter de la même façon à une série multivariée. Ça, c'est une première façon de faire les choses. La deuxième façon de faire les choses pour les séries multivariées, c'est d'utiliser le type chaîne de caractères dans lequel on va pouvoir les modéliser d'une certaine façon. Donc, soit parce qu'on les a sérialisés d'une certaine façon, soit parce que on les a encodés sous forme de chaîne de caractères. Mais c'est des choses qu'on fait très fréquemment avec des spectres issus de transformés de Fourier, par exemple, sur lesquels on a des valeurs de série qui sont des spectres et sur lesquels on va pouvoir travailler, par exemple, pour extraire certaines harmoniques et resynthétiser des séries d'harmoniques derrière. Donc sur la partie multivariée, on a différentes façons de le faire et les outils s'adaptent bien à ça. Ça, c'est une première réponse. Après, pour ce qui est du clustering, aujourd'hui, les données telles qu'elles sont gérées avec WarpScript, on peut les intégrer dans n'importe quel outil derrière. Donc nous, sur la partie machine learning, on a tendance à ne pas vouloir réinventer la roue. Il y a des tonnes de gens qui ont passé énormément de temps à créer des outils. Donc ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on fait de l'extraction de features en WarpScript. On met ça en entrée d'un framework de machine learning quel qu'il soit, que ce soit TensorFlow, Maout, MLlib, enfin après on peut imaginer, enfin on est compatible avec un peu tout. Une fois qu'on a produit un modèle, on sérialise le modèle et on l'évalue dans WarpScript derrière. C'est-à-dire qu'on va pouvoir paralléliser l'évaluation du modèle sur éventuellement des millions de séries une fois qu'il a été construit.